C'est ainsi que commence cette histoire, avec un jeune homme qui a été humilié par les dieux, au point de passer d'un prince respecté à être puni avec une telle brutalité qu'il en a même perdu la vue. Le voilà, cherchant son frère dans son château. Ce n'est qu'un traître qui l'attaque, car il s'est aussi vendu aux dieux. Malgré ses blessures, le boiteux Saoyun arrache la lance, entamant un combat où l'albinos montre qu'il a du talent, avec ou sans yeux. Après une entaille, son frère Bey lui laisse une seule option. Il fera croire à tous qu'il l'a tué, organisera ses funérailles, mais devra renoncer à son nom. Et le royaume? Le prota lui montre qu'il aurait pu le tuer, mais accepte l'accord. Le blond risque des ennuis pour l'avoir épargné, mais hors du royaume, il ne survivra sans doute pas à une journée. Tandis qu'on observe comment, des années plus tôt, le nom Saoyun représentait le héros de l'humanité, car il a sauvé tout le monde du démon connu sous le nom de Quiva, qui renaît tous les 333 ans. Cependant, les dieux ont décidé qu'il péchait contre eux, l'humiliant avec les pires châtiments, tandis que son frère s'emparait de ses titres. Il ne lui reste que la lance qu'il a blessée pour survivre. Alors que nous faisons un bond de 30 ans dans cette petite communauté pauvre où le vieil homme est devenu craint par les villageois. Mais avec ce forgeron comme ami, qui en plus d'améliorer son arme, l'avertit qu'il y a des bandits qui l'observent. Eh bien, Saoyun se retrouve dans la forêt, tandis que ses voleurs sont sûrs de pouvoir tout prendre à un aveugle. Pour eux, c'est facile. Il essaie de les avertir, mais ils le forcent à utiliser un seul mouvement avec lequel il démembre tout le groupe au complet. Au final, seuls ceux qui veulent le tuer pour les 50 000 pièces de cuivre de sa tête s'approchant de lui. C'est pour cela qu'il a un cimetière dans sa cour. En arrivant pour se reposer, il rencontre une présence si rapide et puissante qu'il croit que son frère lui a enfin trouvé un bon assassin. Cependant, aussi fort soit-il, il ne s'agit que d'un simple enfant qui, en plus, est simplement en train de jouer avec lui tout en le serrant dans ses bras. Il ne lui prête pas plus d'attention. Mais durant la nuit, un bandit se sert de l'enfant pour pénétrer dans la maison et prive le vieil homme de sa perception. Et c'est le petit qui, se sentant coupable, finit par le sauver. Le problème, c'est qu'il n'est pas habitué à tuer. Alors le vieil homme prend la responsabilité, il le calme un peu et pourtant, quelques instants plus tard, il l'emmène avec lui pour enterrer le cadavre. Ici, tous deux comprennent qu'ils sont également exilés par la société. Puisque l'enfant est aussi abandonné, dormant dans les ordures, il restera donc avec lui pendant qu'il décide d'appeler. Un enfant à qui il apprend peu à peu l'art de canaliser le pouvoir et de le transformer en attaque puissante. Mais le vieil homme est surpris car l'œuvre de cet enfant est trop grande. Malgré tout, il rentre chez eux où le forgeron lui annonce que le Quiva, le démon, est revenu, offrant une chance de retrouver et venger son frère. Mais la nuit, il comprend que le Quiva existe vraiment, puisqu'il est dans le corps de Milin. C'est dangereux car il se souvient, lorsqu'il était dans l'Alliance, que la seule chose à faire était d'éliminer la créature au plus vite. Alors il l'emmène jusqu'au lac pour le noyer. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Car des années plus tard, Milin utilise justement l'eau pour canaliser son chakra et supprimer l'aura de Quiva. C'est pourquoi, au ciel, il peine à suivre sa trace. Jusqu'à ce village que personne ne connaît à cause de sa pauvreté. Et en plus, il est situé en montagne. Même ainsi, les gens du village apprécient le jeune homme, car il travaille et c'est le meilleur vendeur de la région. Mais sans le savoir, une épidémie est en train de se répandre dans la région. Le vieil homme demande à Milly de protéger le fruit en utilisant son pouvoir pendant qu'il rentre chez lui comme épreuve. Cependant, seul Ming Shen, le dernier de ses fidèles guerriers, apparaît lors du retour du vieil homme. C'est lui qui la prévient de la peste, attribuée au Quiva selon les rumeurs. C'est pourquoi maintenant, tout le monde possède une pierre qui réagit à proximité du démon, donc Sao doit avertir le jeune homme. Mais avant cela, il se rend compte qu'il a aussi été infecté. Et c'est là que le chef du village, Yehuya, apparaît. Il tente de fuir avec ses hommes par la frontière en utilisant des infectés, d'où l'enlèvement du vieil homme. Pendant ce temps, Milly parvient à accomplir la mission, bien qu'avec un peu d'aide de cet elfe inconnu. Le fait est qu'en rentrant chez lui, il ne trouve qu'une marque qui, depuis son enfance, signifiait qu'il y avait un grand danger dont il devait s'échapper. Évidemment, il part à la recherche de sa seule famille, les retrouvant sur un pont où Yehuya précise clairement qu'ils doivent s'enfuir. Si jamais les dieux lançaient une vague d'extermination, les effaçant tous. Mais le protagoniste veut seulement sauver le vieil homme, défiant le chef du village en duel et déclenchant un combat à coups de poing. Le vieil homme s'énerve à cause de son petit, mais son chevalier lui rappelle de rester calme. Et d'autant plus qu'ils préparent-ils leur vengeance pour récupérer tout ce qu'on leur a pris. Pendant ce temps, le prota semble être en désavantage face à ce fouet modifié. Il évite aussi que le fruit de son maître soit abîmé. Il comprend que pour gagner, il n'a pas seulement besoin de puissance, mais aussi de savoir clairement ce qu'il veut protéger. Il arrête la dague à main nue et avec elle, envoie une quantité d'énergie qui plaque son adversaire contre un rocher. Ici, l'albinos accepte la défaite et selon la loi, cède son peuple et sa forteresse. Mais le gars ne pense qu'aux gens. Son maître le félicite pour sa réussite.
une force désormais respectée de tous. Plusieurs jours passent alors que Jen, un génie technologique, reste obsédé par l'élimination de Quiva. En fait, il connaît toute son anatomie. Malgré tout, il est frustré car, après tant de guerres, les humains n'ont jamais su se défendre contre le démon. Il faut donc atteindre la limite pour obtenir une arme. Cependant, il est curieux que ce type et toute la zone qui l'entoure soient unis sans un seul infecté. Donc, pour le forgeron, ce type a dû trouver un remède qui pourrait être parfait pour Sao Yun. Le problème, c'est que ce type a des rumeurs selon lesquelles, à l'entrée de sa grotte, on entend les lamentations des enfants. Qui l'utilise pour expérimenter? C'est pourquoi le vieil homme dit au chevalier de ne pas laisser Milin prendre un tel risque. Cependant, le type n'apprécie pas le protagoniste et le laisse partir, qui arrive dans une grotte surveillée. Il doit éviter de nombreux pièges grâce à sa vitesse, mais il y en a beaucoup. Est-il certain de mourir? Jusqu'à ce que sa machine commence à indiquer que la grotte est proche. Il peine à croire que la créature recherchée depuis 10 ans soit si proche, mais tout explose jusqu'à ce qu'il atteigne son laboratoire et lui demande de sauver son père. Le type est surpris qu'il ressemble à un humain normal et qu'en plus, il soit assez influençable. Il cherche seulement à aider sa famille. Malgré tout, il le fait s'asseoir, prend des échantillons de sang et effectivement, c'est le Quiva. Sous prétexte de lui donner l'antidote, il commence à le préparer. Le protagoniste réalise que l'homme possède un robot très réaliste, même en pleurs. Le vieux le dupe, l'assoit sur une chaise et profite de sa vulnérabilité pour le détruire avec un réacteur. Heureusement, Yehu l'attend déjà dehors avec des canons, prouvant sa loyauté. Mais le vieux sait que ce bandit finira un jour démon destructeur connu de tous. Donc s'ils doivent se sacrifier pour atteindre leur objectif, il fera tout exploser. Cependant, Milin a d'autres plans. Il essaie de sauver le type, allant même jusqu'à l'entrée, lui demandant de sauver sa seule famille et restant enseveli. Cela pousse le vieil homme à se rappeler comment tout a commencé, en fabriquant des armes capables de détruire la grotte pour garder sa famille en sécurité. Mais cette obsession l'a conduit à négliger sa fille, grièvement blessée après une chute. Cela ne fit qu'accroître sa rage de tuer le démon, mais maintenant qu'il a accompli sa vengeance, il se sent encore plus vide, parce que les livres n'ont jamais décrit que la caverne avait une personnalité aussi humaine, voire même une famille. Alors il finit à genoux pendant que Yehu l'emmène déjà pour qu'il accomplisse son travail. Cependant, des décombres apparaît Milin, qui a pris encore plus de risques pour sauver le corps robotique de la fille. Ce geste fait enfin baisser la tête au vieux, qui devient alors un allié. De retour au village, le prota remarque une inconnue qui le charme, pendant que le vieux se remet de sa maladie. Tout cela grâce à Jen, qui répand l'antidote dans la région. De plus, il a compris que ce virus n'était pas issu de la grotte, mais créé par l'homme. Les villages de la montagne doivent s'unir, car une guerre débute pour contrôler la région et gagner des alliés. Pendant ce temps, Yehu devient chef des troupes, calculateur, attaquant la nuit et exploitant le terrain à son avantage. Pendant ce temps, au milieu de tout ça, le prota ne trouve toujours pas la fille qu'il cherche. Cependant, cela lui cause beaucoup de problèmes. Des innocents en perdent le prix. Un jour, il choisit une fille qui attire son attention et dit que c'est elle qu'il cherchait depuis si longtemps. Même en sécurité et nourrie, elle veut s'enfuir, mais Milin lui montre qu'il n'imposera rien contre sa volonté. Il tente d'empêcher ces hommes d'emmener d'autres femmes. Après une semaine, il dira qu'elle ne lui plaît plus et elle pourra partir sans souci. En quelques jours, la fille voit le protagoniste différemment. Surtout le jour de la fête foraine, ou pour lui gagner un œuf en cadeau. Le gars affronte 2 géants pour voir qui peut soulever le plus de poids. Le protagoniste semble d'abord minuscule, mais possède une grande endurance. Malgré tout, la fille s'inquiète, mais le protagoniste a tout sous contrôle, ce qui l'impressionne d'une manière ou d'une autre. C'est seulement après qu'elle découvre qu'on est déjà en train de préparer leur mariage. Elle pense que c'était un plan du protagoniste. Le vieil homme lui dit que les villageois ne plaisantent pas. Doit-il prendre la fille au sérieux ou abandonner? Eh bien, voici le jour du mariage, où la jeune fille arrive prête avec sa robe, quand soudain, un homme encapuchonné apparaît pour enlever la mariée. L'inquiétude règne, mais le protagoniste la ramène chez elle. Non sans d'abord lui montrer un paysage où, pour la première fois, elle ressent à quel point cet homme est digne de confiance, et quelque chose change pour elle. Il prend le bateau, avance et se retrouve soudainement au pays des dieux. On découvre qu'elle est bien la fille aux cheveux bleus recherchée par le protagoniste, mais déguisée car envoyée pour retrouver le Quiva. Cela dit, après tout ce qui s'est passé, elle n'est pas sûre, tandis que le protagoniste est maintenant triste. Parce que le vieil homme ne peut pas voir tout ce qu'ils ont vécu. Alors il entend parler d'un tournoi où le Grand Prix est un objet connu sous le nom d'œil de cristal. La fonction principale est de trouver le Quiva, mais il permet aussi de rendre la vue aux aveugles. Tout cela lors d'un événement organisé par le Trade By. Ici, le protagoniste arrive au Colisée et on tente de l'accuser d'avoir volé l'invitation.
puisque les gens ordinaires ne peuvent pas être ici. Le guerrier rencontré lors de son entraînement le sauve et lui explique que l'accès au tournoi n'est pas ouvert à tous, car le gagnant pourra également aspirer à devenir le chef de l'Alliance contre Kuiva. Le protagoniste ne sait pas quoi faire, mais il est évident qu'il a la force nécessaire pour participer. Et qui passe le voit, même avec son ami elfe poursuivi avant la compétition. La famille des lions, visant le leadership de l'Alliance, cherche à éliminer les plus puissants avant le jeu. Le protagoniste l'aide grâce au conseil de son vieux. Le jour de l'événement, l'elfe atteint la finale. Contre un type à monture qui n'en revient pas qu'on laisse des handicapés concourir en finale. Par moquerie, l'elfe ne dit rien de plus. Le combat débute équilibré, mais le lion domine par sa force et sa vitesse, tandis que le bras de l'elfe tremble. Pourtant, chaque épée se bloque dans une chorégraphie de vrai champion. Grâce à sa rapidité, l'elfe égratigne légèrement l'œil de son adversaire. Rempli de rage, il active plus de doigts chakra, rendant chaque coup plus puissant. Son épée finit brisée et il ne lui reste plus qu'un seul coup. Cependant, il surprend tous en esquivant l'attaque et, avec son bras blessé, lui assène un coup d'énergie qui l'envoie s'écraser contre un mur, tandis qu'il reste acculé, parce qu'il a perdu. C'était le conseil du protagoniste. Il a supporté toute la douleur de son bras blessé pendant tout le tournoi, en se battant avec, pour que l'adversaire baisse sa garde et ressente l'impact final. Ici, tout le Colisée le célèbre. Comme convenu, le protagoniste garde l'œil de verre pour l'avoir aidé à gagner, puis leurs chemins se séparent, pendant qu'il fait ses adieux au vieux Bai, dont il ignore qu'il a été un traître. On assiste à la pose de l'œil de verre au vieux, avec les premiers jours dédiés à la récupération. Sa vue était fragile, mais il est déjà touché par les couleurs. Cependant, ils sont interrompus par une lettre invitant les chefs des villages à conclure l'alliance. Lors d'un banquet sur la montagne, l'albinos clairement suspect doit y assister et laisser son arme à l'entrée. Tandis que les chefs décident qui dirigera, Izo, étrangement, s'impatiente. Parce qu'ils le choisissent, lui, puisque sa proposition est ici qu'ils unissent leurs forces pour parvenir à un accord avec l'Alliance. Pour Saoyun, ce n'est pas une bonne idée. Au début, tout ira bien, mais ils resteront le jouet des dieux. La plupart des dirigeants finissent par le voir comme quelqu'un voulant collaborer avec l'ennemi. Sentant sa défaite, il joue sa carte maîtresse et révèle que le vieux albinos est le frère du chef de l'Alliance Bai. Ainsi, la haine se retourne et tout le monde le traite d'infiltré. Cependant, il est évident que son frère lui a volé le trône. Il n'aurait aucune raison de revenir. Ils veulent qu'il prouve sa loyauté en buvant un vin potentiellement empoisonné. Le fait-il? Et la plupart des chefs finissent par accepter que, puisqu'il est si puissant, ce soit lui qui les dirige dans cette grande guerre. Mais en plus, avec la colère qu'il a, si Sao dit à tout le monde qu'ils n'ont pas à le suivre et à mettre leur village en danger. Ayant engendré le Kuiva depuis l'enfance, on voit clairement les autres chefs s'agiter. Le démon légendaire, source de chaos, les effraie tant qu'ils l'obligent à l'inaction. La panique des autres vient de la crainte d'une punition de l'Alliance. Pourtant, le festin se poursuit comme si de rien n'était. Le vieil homme se rappelle qu'après l'opération, utiliser son chakra mettrait son corps en danger. En entendant leurs propos sur celui qui est comme son fils, le vieil homme force ses yeux et parvient à voir un peu. Il recharge ses bras d'énergie et, malgré ses blessures, se relève. Pour abattre tous les chefs de village ici et quiconque entravera sa sortie. Grâce au chaos, Gen et Yehuya étaient prêts à entrer, mais ce n'est pas nécessaire. Ils savent seulement qu'il ne reste désormais qu'un chef pour toute la montagne. Les jours passent, Milin rentre chez lui, mais doit se préparer. Parce que maintenant, les royaumes à la frontière des montagnes préparent leurs forces pour affronter Saoyun avec de grandes et puissantes armes. Ils sous-estiment leur adversaire, pensant que malgré sa famille influente, ses capacités sont limitées. Parce qu'il est aveugle et prudent avec eux, est-ce une raison de les effacer de la carte? Le lendemain, il rencontre le royaume des bêtes, qui n'est en réalité pas intéressé à s'impliquer dans une guerre étrangère. S'ils acceptent l'alliance, ils devront se sacrifier et agir vite. Avec le vieux, actuellement en train de traverser les terres des lions. Ceux-ci leur envoient une lettre disant qu'ils ne s'intéressent pas à la guerre, qu'ils passent le plus vite possible. Il est évident que c'est un piège pour les affaiblir puis les attaquer par surprise. Voilà la situation. Une épée spéciale qui se nourrit des chakras, multipliant ainsi sa force. Ils doivent donc être sur leur garde. Cependant, ici, Saoyun semble s'évanouir et cela les oblige à se reposer dans la région. Le vieil homme ne doit pas bouger pendant 7 jours, ni utiliser ses pouvoirs, mais rester immobile leur donne un avantage en cas d'embuscade, car ils ont suffisamment de provisions pour se défendre et se nourrir. Au fil des jours, le lion manque de nourriture. C'est pour cette raison qu'ils se retirent, et que leurs alliés sont déterminés à engager le combat de front.
Après tout, les montagnards ne sont que de faibles bandits. Le Prota prépare déjà des troupes pour attaquer par l'arrière, plaçant les lions en position de faiblesse. Mais le combat dure assez longtemps grâce à l'utilisation de canons contre les montagnards. Tout de même, la force des héros est supérieure et ils parviennent à s'emparer de ce qui reste de la montagne, tandis qu'il ne reste plus que des adversaires à terre. Pourtant, l'albinos, trop fier avec sa puissante arme, refuse de se retirer et finit par faire un carnage. C'est pourquoi Milling, pour éviter plus de morts, le défie au combat final des guerriers. Le duel à l'épée commence alors avec une grande vitesse des deux combattants. Mais la différence d'armes se fait vraiment sentir, libérant une aura chargée du pouvoir des dieux. Le protagoniste avance, bloque, puis ensevelit, il déclenche autre chose et libère les 4 chakras. Ici, son énergie change pour une teinte rouge, où son arme devient son propre corps. Et c'est ainsi qu'il finit par dominer son adversaire. Avec cet impact, car selon les règles des duels, il doit rendre son arme et se prosterner. Malgré tout, le prota ne comprend pas cette humiliation, sachant que ce n'est pas sa manière d'agir, et il ne va pas non plus garder la relique, ce qui laisse le géant confus, cependant il respecte bel et bien sa force. Ainsi, se retrouvant sans honneur et sans but, il décide d'accueillir cette bête parmi les troupes. Mila récupère de ses blessures pendant la nuit. L'aventure continue. Et il a du travail à faire pour atteindre l'Alliance et enfin affronter les dieux. La première saison de ce Donghua se termine ici, comme annoncé dans le dernier épisode, par une animation. La seconde partie devait sortir en 2022 mais n'est jamais parue. Pour l'instant, il faut se contenter de ce Donghua agréable à regarder. L'animation faiblit et l'histoire saute des scènes qui auraient dû être épiques, mais globalement c'est correct. Il ne reste plus qu'à en profiter pour ceux qui cherchent quelque chose d'inconnu. 3000 likes. Pour résumer, les préquels sont anciennes et diffèrent en animation, mais si cela vous intéresse, je peux vous les apporter immédiatement. Et pendant que nous avons plus d'épisodes de ce Donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires qui, en vérité, est très bonne et assez méconnue. Quand on commence en étant tout en bas de la société, comme un humble esclave qui est forcé de se battre dans des combats sanglants, à ses propres compagnons, qui sont tellement dressés qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Rocco étant plutôt fort est le seul à maintenir l'ordre, ce que Zestus admire et réussit à obtenir en amitié. Du moins jusqu'à ce qu'ils doivent se battre lors de la sélection. Parmi les plus forts, Rocco est favori grâce à son physique et son attitude, tandis que le protagoniste, mince et faible, subit seulement des critiques. Il a néanmoins un maître, Zafar, qui paraît faire confiance au protagoniste. Mais pourquoi? Simple, par sa rapidité de réaction dans l'arène. Même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il doit le faire, prouvant qu'à 15 ans, c'est un diamant brut. Cependant, dans la glorieuse Rome, il n'y a pas de perdant, et le gentil Rocco finit par être tué dans ses bras. C'est ainsi qu'il est marqué, comme l'un des esclaves choisis par le grand Valente. Et avec quelques autres compagnons, on leur promet la liberté après avoir remporté, sans bataille. Alors le maître s'occupe de l'entraîner en donnant de bons et efficaces coups, un esprit froid. Mais surtout, étant si petit et incapable de mettre KO d'un coup, il doit devenir le plus rapide. Et même si le vieux semble assez marqué par la vie, ses enseignements sont très sages, même si certains s'en moquent à maintes. Le fait est que Cestus et les autres sont emmenés au grand Colisée romain où se célèbre le couronnement du César, le plus jeune jusqu'à présent, le grand Néron, avec une multitude de combats de toutes sortes. Même Cestus rencontre un blond qui semble assez aimable, lequel lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats. Car beaucoup de ses rivaux seront même des adultes impitoyables, qui finissant par massacrer les nouveaux esclaves. Cependant, même si le protagoniste monte avec peur et avec un rival qui est littéralement une bête, quelque chose que même Néron, depuis ses gradins, admettra que ce sera un massacre. Cependant, le rival étant très lent et énorme, Cestus utilise sa rapidité pour le frapper à la tête. Ce coup l'endort, offrant à Cestus un instant de gloire, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il a failli mourir, pour avoir défendu son rival, qui, comme nous l'avons vu auparavant, devait mourir. L'enfant, ayant attiré l'attention de Néron, est finalement sauvé par lui. Il l'invite en loge vers une importante personne admirant sa force. Et de son maître, que sa mère se rappelle comme une vieille légende qui a même combattu contre la garde royale. Dimétrio, qui a aussi son fils comme élève. C'est le blond d'avant, Rusca, une vraie bête au combat, aussi brutale que son père. Et il sera un exemple du niveau auquel le prota devra faire face. Ainsi, les deux sont emmenés au palais pour accompagner Néron. L'enfant se distrait tant de ses tâches que sa mère, furieuse, fait combattre les deux guerriers à mort.
Cependant, Ruska sait qu'il est bien plus fort que le Prota, alors il l'assomme avec une clé au lieu de le tuer. Néron, mécontent de sa mère, lui désobéit, ce qui apaise la situation. Actuellement, même le César passe un moment avec l'esclave Sestos. Pendant ce temps, Ruska est réprimandé par son père, qui ne voulait pas qu'il soit gentil, il voulait au minimum qu'il casse les jambes de son rival. Cependant, le Prota ne passe pas un meilleur moment, car pendant un certain temps, il subit pas mal d'abus avec Néron. Vendu à divers propriétaires, il a subi de graves humiliations. Finalement, il tombe sur un gros homme qui l'emmène, lui et son maître, jusqu'à la Grande Pompéi, où il est vendu à un candidat aux élections. De cet endroit qu'organise son propre tournoi de combat, et dont l'organisateur est ce type, appelé Nazca. Il leur présente la zone d'entraînement et des camarades difficiles, dont Andem, un gars antipathique qui se dispute avec tous. Mais rien qu'en voyant sa façon de s'entraîner et sa force brute, on sait qu'il est très fort. De plus, c'est un style de combat qui posera des problèmes à Cestius, alors pour l'instant, il faut s'entraîner. Cependant, le héros de Chismoso dans la nuit finit par tomber sur Sabina, qu'il pensait être un voleur. Mais c'est la femme la plus belle de toute la ville. Nous découvrons l'amour impossible d'Andem, qui malgré sa force reste un vrai simp sympathique et fan absolu. Même si la fille le rejette 1000 fois et qu'il subit les moqueries de tous, ça ne lui fait rien, même si elle n'est pas si mauvaise. Et quand il doit aider, il le fait. Comme cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs, Sabina emmène l'équipe du protagoniste les affronter. Cestius se distingue, car bien qu'il semble le plus petit et faible, il parvient à attirer l'attention malgré ses points insuffisants face aux géants. De la femme qui, avec Andem, ne le montre pas. En fait, on découvre que le type est fan d'elle depuis des années, et la seule chose qu'elle a pu lui promettre, c'est que s'il accomplissait un record impossible de 50 victoires consécutives, elle lui donnerait la liberté et en ferait sa main droite. Pour cela, il ne lui manque plus que 2 victoires. Cependant, c'est une situation qui ne concerne que 2. Le protagoniste n'est pas intéressé, il continue simplement son entraînement pour que ses coups deviennent plus mortels. Même Zafar l'aide à pratiquer un coup qui assomme et tue le protagoniste. Il hésite à l'utiliser. Cependant, Sabina elle-même le fait appeler dans sa chambre, lui proposant de l'accompagner lors de son prochain voyage à Rome. Pas comme esclave, faible, mais comme son garde du corps, à partir de maintenant, le rêve de tout esclave. Le protagoniste, ayant déjà vécu avec Néron, un chef devenu abuseur alors qu'il cherchait un ami, a dû fuir. Il décide qu'il obtiendra sa liberté avec ses propres poings, alors il la frappe, il refuse donc l'offre, quelque chose que cette femme n'avait jamais expérimenté. Elle devient obsédée par le protagoniste, mais de façon négative, puisqu'elle ordonne à Andem, qui est pratiquement sa marionnette, d'affronter le protagoniste et de lui donner une leçon. Le désespoir est être esclave si la bête est jalouse parce que Sabina, la femme qu'il respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Ce sera une bataille intéressante, avec un protagoniste qui gagne peu à peu. Des nerfs d'acier qui lui permettent en fait de s'entraîner et de s'améliorer. Ce coup fatal qu'on lui a appris. Ainsi, jusqu'au grand jour, ils ont la beauté de la ville comme spectatrice. En tout cas, Andem est le favori du public grâce à toute sa carrière. En lui opposant un simple enfant comme rival, tous disaient que ce sera trop facile. Mais rien de tout cela n'importe. Quand le protagoniste devient sérieux, il attaque, avec une vitesse qu'Andem garde sous contrôle, attendant le moment précis pour réagir. Le garçon accélère encore, au point où le plus fort de Pompéi reçoit un coup direct au visage qui le met à terre pendant un moment. Cependant, même si cela rend le public fou, les dégâts pour Andem sont minimes et le protagoniste vient d'épuiser sa résistance. Il est donc temps qu'il reçoive aussi une punition, même avec des coups dans des zones spécifiques qui, aujourd'hui, seraient illégaux. Cela lui fait perdre l'équilibre et l'oblige à attaquer ce dont Andem profite. Pour un coup assez létal à la nuque, qui le laisse inconscient, et même s'il se relève grâce à sa détermination, il perd une partie de sa mémoire. À court terme, il ne perçoit le danger que par son corps, vibrant de douleur, puis l'échange de coups débute. Donner et recevoir sans pause, un long moment où tous reconnaissent la force du garçon de 15 ans, et une partie des gradins le soutient. Y compris Nazca, qui à l'époque a eu la même chance que le prota en tant qu'esclave, mais a choisi la facilité. S'habituer à la belle vie et à Bracestus montre la détermination qu'il n'a jamais eue. C'est pourquoi il se connecte avec le public, tandis que le prota commence aussi à le faire sans s'en rendre compte. Coups aux côtes. Qui affaiblissent Andem, qui tente de cacher sa douleur, mais perd en résistance. Pour Bracestus, lire ses attaques est plus facile, rééquilibrant la situation. Pourtant, Andem blesse le prota au front, affectant la vision d'un œil, donnant à la bête le temps de récupérer.
Et avec un protagoniste aussi épuisé, la dernière chose qui lui reste, c'est le souvenir de cette attaque qu'il a entraînée. C'est pourquoi il risque tout dans la dernière rafale de coups au cours de laquelle il est gravement blessé. Mais grâce à cela, il obtient l'ouverture qu'il cherchait. Cette fois, oui, un véritable coup mortel à la nuque. Avec une précision qui endort Andem, même avec la motivation d'une Sabina désespérée. La victoire revient à Cestus, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient parié sur lui. Bien sûr, depuis les gradins, parce qu'il ne voudrait pas se battre, la voix du protagoniste ne suffit pas, alors Sabina, par bonté, agit envers son fan. Elle calme la foule pendant qu'elle fait ses adieux à Andem pour toujours, ce qui pour lui est la pire des punitions, tandis que le protagoniste se remet après sa grande bataille. Pourtant, l'attaque à la nuque d'Andem ressemble beaucoup à celle du protagoniste. Et Zafar finit par découvrir que la même personne qui lui a appris cela a aussi entraîné Andem, qui est connu sous le nom de Démocrite. Un vieux maléfique qui aime expérimenter avec différents combattants et techniques, une information précieuse pour Zafar qui le recherchait. Malgré tout, Andem a maintenant un fardeau en moins sur les épaules, et il reconnaît finalement la force du protagoniste. Tout comme le village de Pompéo, qui a été facilement conquis par son attitude et par sa résistance. Tous les habitants de Pompéi mourront dans quelques années. Pourtant, le protagoniste doit avancer, même exploiter. En un an de divers travaux, il améliore sa condition physique et ses techniques. Et un jour, deux types apparaissent, apparemment normaux, mais qui cherchent des guerriers pour combattre lors des événements du Grand Néron. Le propriétaire force le protagoniste à participer à des éliminatoires, dans ces mini-colisées où l'espace complique les combats. Cependant, Sextus n'a pas beaucoup de problèmes contre les premiers adversaires. Il les bat pratiquement à coups de gifles, mais il devient de plus en plus brutal, frappant même des lutteurs au sol. Un tempérament qui lui pose problème, même avec son maître. Malgré son habileté, il ne parvient pas à maîtriser sa technique. Il n'y arrivera pas sans se concentrer sur la connexion entre ses coups et son esprit. Pendant que nous regardons Félix, un autre esclave très habile, qui semble avoir trouvé sa propre façon de profiter des combats, contrairement au protagoniste, qui devient de plus en plus tendu. Du moins jusqu'à son combat sous la pluie, ou en mettant en pratique ce que lui a dit Zafar. Il laisse son esprit se connecter au combat, aiguisant ses sens et faisant en sorte que les combos et attaques normales aient la force de mettre KO n'importe quel adversaire. Il retrouve ainsi sa tranquillité et une bonne relation avec ses amis. C'est justement là qu'il rencontre Félix, qui est un type très sûr de lui et de sa chance. Mais il ne nie pas que l'attitude et l'aura de puissance, surtout celle du protagoniste, sont celles d'un guerrier. Il devine qu'ils se retrouveront en finale, et c'est ce qui arrive. En réalité, tous deux connaissant la technique de l'autre. Mais on voit Zestus beaucoup plus tendu que Félix, qui prend plaisir au combat en commençant ce duel. Pour voir qui va dépasser les éliminatoires et pourra voyager en Sicile, à l'événement principal. Alors Zestus frappe sans arrêt. Cependant, la seule chose que fait Félix, c'est de se défendre au bon moment. Il change sa posture pour en adopter une avec les épaules plus ouvertes. Mais Zafar reconnaît que dans un espace aussi restreint, cela fait que beaucoup des coups que Zestus pouvait bloquer auparavant touchent maintenant sans problème. Ce qui devient une punition pour le protagoniste qui finit par tomber plusieurs fois à cause de coups aussi larges, et finalement, l'une de ses chevilles finit blessée. Félix se vante encore de sa chance et affirme attaquer davantage avec le combat entre ses mains. Cependant, Zestus remarquait qu'à chaque attaque ouverte de son adversaire, sa poitrine restait exposée malgré les coups reçus. Alors il en profite pour l'envoyer valser pour la première fois de tout le combat. Même si cela remonte le moral du public et des parieurs, la technique n'a pas été très efficace. La cheville du protagoniste lui fait perdre sa position et sa force, donc le combat continue. Et maintenant que les deux sont à leur apogée, la bataille s'équilibre beaucoup, au point que cela devient un duel d'endurance. Voyons qui résistera jusqu'au bout, même si Zestus reste désavantagé. Car Félix maîtrise mieux l'espace et le suit. Il l'encercle aisément et manque plusieurs fois de réussir. Qu'il disparaisse soudain, ne lui laissant qu'un espace pour frapper, ce qui paraissait inutile. Mais comme ils sont si constants, ils commencent à affaiblir Félix. Et avec la résistance brutale que possède le garçon de 15 ans, le combat finit par durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, c'est la cheville de Zestus qui le fait presque tomber, et il ne pourrait plus se tenir debout. Alors il décide de tout risquer dans une dernière attaque, pour laquelle il a maintenant trouvé les failles dans la défense de son adversaire. Il choisit d'appliquer la dernière leçon de son maître, contrôler la respiration de Félix. Alors il profite d'un instant pour lui couper le souffle et lui donner un coup au menton, si fort qu'il l'étourdit, lui faisant perdre le contrôle du combat. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Le protagoniste utilise alors la technique en se plaçant derrière l'ennemi, point à hauteur des reins.
Même dans Mortal Kombat, rien n'est aussi létal ni interdit dans la boxe actuelle. Et même si Félix veut se relever, maintenant il est littéralement cloué au sol par la douleur, donnant la victoire au protagoniste, qui était aussi à bout et n'a pas manqué de peu de perdre ce combat de titans. Même si les deux ont fini par uriner du sang toute la nuit, et le lendemain, ils échangent le respect en tant que guerriers. Pendant que Félix cherche du travail dans une autre ville, le prota prend le bateau pour le village de Sicile où se tiendra le grand événement, et pour lequel Zafar commence à les guider, avec la dernière technique de son répertoire, et la plus mortelle, avec laquelle il a même arraché l'œil à Démétrio. Même ainsi, en arrivant sur place, ce sont les moins soutenus puisqu'ils sont esclaves, tandis que les autres, littéralement, sont des dieux de toutes les cultures du monde et possèdent des compétences totalement différentes. Le protagoniste rencontre finalement Roxane et Ruska. Ce dernier l'avertit que ce seront de vrais combats pour lesquels il n'a pas la force mentale nécessaire. Cependant, il n'a aucune idée de tout ce que le protagoniste a amélioré et de tout ce qu'il a appris. Des méthodes qu'il n'utiliserait même pas lui-même. Même si sa marque d'esclave reste humiliante, il prouvera par ses points ce que nul autre ne peut accomplir. Et cela, d'anciens compagnons comme Andem, qu'il finit par retrouver sur place, le savaient mieux que quiconque. Parce qu'il veut aussi combattre lors du plus grand événement organisé par Néron, qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. C'est ainsi que se termine la saison d'un anime plutôt divertissant, avec ses moments épiques, de haute intensité, et même de bonne motivation. Je la recommande à ceux qui veulent la découvrir. Il n'y a pas encore de suite, mais espérons qu'elle viendra. J'espère que ce résumé vous a plu. Comme l'a dit mon père, je vous laisse. Au moins juste pour un moment.